Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nassima et nous allons parler de séduction. Bonjour à tous. Nassima, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach et conseillère en amour et en séduction pour les hommes, puisque j'ai été formée au coaching et je me suis un peu penchée sur la question de la séduction qui me passionne, qui me fascine, comme toutes les relations humaines de manière générale. Et pourquoi les hommes en particulier? Est-ce que tu es partie d'un constat? Oui, tout à fait. Je suis partie d'un constat, c'est-à-dire que j'ai été longtemps célibataire et j'ai beaucoup d'amis hommes célibataires et beaucoup d'amis femmes célibataires. Et c'est vrai que je me suis rendu compte d'une incompréhension entre les hommes et les femmes. Les femmes qui se plaignaient d'avoir des hommes qui n'étaient pas assez séduisants comme elles l'entendent, et des hommes qui se plaignaient de la dureté des femmes parfois quand ils venaient les aborder ou quand ils venaient les séduire de manière générale. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument éduquer et conseiller les hommes sur ce domaine. Un problème de communication des fois. Exactement, totalement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait un monde, enfin qu'il y a d'ailleurs toujours un monde entre ce que les hommes pensent des femmes et ce qui peut les attirer et ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme. Et est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Euh, j'ai accompagné il n'y a pas si longtemps que ça un homme qui avait un problème dans toutes ses relations amoureuses, à savoir il se trouvait trop gentil. Alors, le bilan qu'il en a fait quand on s'est vu, c'était de me dire, voilà, moi avec les femmes, je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je suis trop gentil. Et il était persuadé qu'en fait il ne fallait pas être gentil avec les femmes. Erreur. En fait, en travaillant un petit peu plus, en analysant la manière dont il abordait les femmes, la manière dont il se comportait avec elles, c'était pas le fait qu'il soit trop gentil qui posait problème, c'était vraiment qu'il soit toujours en attente de l'autre, qu'il ait des comportements qui faisaient un petit peu fuir les femmes et qui étaient du coup tout sauf séduisants. Oui, en fait, il avait un peu camouflé sa personnalité pour plaire à tout prix. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous donner trois clés pour être plus séduisant, enfin, pour les hommes? Oui, bien sûr. Pour moi, dans la séduction, pour être séduisant, il y a quand même des inconditionnels, à savoir la confiance en soi. Ça paraît tellement évident, mais c'est tellement peu exploité. C'est vraiment, c'est-à-dire que on peut être beau, on peut être riche, on peut être intelligent, on peut être tout ce que vous voulez, messieurs, mais si vous ne montrez pas une certaine confiance en vous, c'est rédhibitoire auprès des femmes, aux yeux des femmes et aux yeux de toutes les femmes. Donc la première clé pour moi pour être séduisant, c'est vraiment être capable d'exploiter, de travailler et de mettre en avant vraiment sa confiance en soi. La deuxième clé qui pour moi est très importante, c'est de savoir respecter ses besoins. Pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, messieurs, et certainement vous me dites non, j'en fais pas partie, mais si, beaucoup, on va dire 90% des hommes qui veulent être séduisants et veulent séduire une femme, oublient leurs propres besoins. Et là, c'est l'erreur fatale. C'est-à-dire, ils veulent être dans l'empathie, ils veulent être sympathiques. En revanche, ils en oublient leurs propres besoins. Et paradoxalement, c'est pas la bonne technique à adopter. Si vous ne vous penchez pas sur vos propres besoins à vous, vous ne pourrez pas être séduisant. Donc la première chose à faire, enfin la deuxième, en l'occurrence c'est la deuxième clé, la deuxième chose à faire, c'est vraiment se poser un moment et de se questionner sur qu'est-ce qui me ferait plaisir, quelles sont mes envies et quels sont mes besoins. Et enfin la troisième clé, qui pour moi est aussi importante que les deux premières, c'est savoir lâcher ses croyances limitantes. Vous avez tous, ils ont tous dans leur tête, à un moment donné, ce petit truc de se dire oui, mais c'est normal, je peux pas être séduisant, je suis pas assez beau, je suis pas assez riche, je suis peut-être trop gros, je suis peut-être trop petit, je suis peut-être. Tout ça, je l'entends tous les jours. Tous les jours, mes clients me sortent ça, mais c'est complètement faux. S'il fallait être beau, intelligent, bien foutu, etc., je vous garantis que l'espèce humaine serait en voie de disparition. Donc, en soi, messieurs, ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas fondé. Le seul truc qui peut faire la différence, c'est vraiment les deux points, les deux clés dont je vous ai parlé juste avant, à savoir être confiant et être capable de s'occuper de ses besoins. C'est vrai, s'occuper d'abord de ses besoins pour pouvoir en fait s'occuper après de l'autre. Exactement. Parce que c'est vrai que si on fait pas attention à soi en premier
et qu'on ne se pose pas la question de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux dans une relation, c'est vrai qu'après c'est un peu compliqué parce qu'on se laisse entraîner au début de relation, et puis après si du jour au lendemain on dit à l'autre bah non effectivement c'était pas ça mes valeurs, c'est pas ça que je souhaite, on est allé dans un sens qui ne me convient pas, bah l'autre ne comprend pas aussi. Exactement. Et c'est vrai que pour ajouter effectivement sur ce point-là, c'est-à-dire que les femmes veulent des hommes complets. Et un homme complet, ça passe par quoi? Par être capable d'écouter ses propres besoins, ses propres valeurs et savoir dire non quand on nous amène sur une piste un peu dangereuse ou qui ne correspond pas, on va dire, à nos valeurs ou à nos besoins. C'est en fait, oui, exprimer son caractère, quoi, finalement. Exactement. D'où le truc, ne pas être trop gentil. C'est ça. Donc, bah, merci Nassima, en tout cas, pour ces 3 clés. Est-ce que maintenant, tu peux nous donner 3 conseils, justement, plus pratiques 3 conseils plutôt concrets, oui. Le premier serait de remplir sa vie de choses qui vous passionnent, messieurs. Souvent, les hommes, quand ils sont en recherche d'amour, de séduction ou vouloir remplir sa vie avec une femme, ils ont tous les comportements qui font d'eux qui ne pourront jamais se sortir de cette situation. Pourquoi je dis ça? Si vous avez à l'esprit de vouloir vraiment être en couple et que votre vie soit remplie de ces choses-là, de ce truc un peu négatif, en réalité, vous amènerez pas à vous tout ce qui est bien. Donc, le premier conseil que je vous donne, vraiment très pratico-pratique, c'est trouver le temps d'occuper sa vie de choses passionnantes, de choses qui vous passionnent, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit toutes les choses qui peuvent vous passionner. Et une chose en amène une autre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation que vous aimez, qui vous passionne, vous serez forcément mieux, plus à l'aise. Et en plus de ça, vous pouvez faire des rencontres dans ce genre d'endroit-là également. C'est assez intéressant ce que tu disais au niveau des centres d'intérêt. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple peut-être de partir de ces centres d'intérêt et d'essayer de rencontrer des gens, en fait, même sans le vouloir, donc que ce soit des hommes et des femmes, de se faire finalement des amis par rapport à ces centres d'intérêt, plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui est complètement des fois à l'opposé et qui est trop différent. Et ça, c'est vrai, souvent, en fait, les hommes et les femmes, enfin, certaines personnes ont tendance à penser qu'il y a un clivage entre les hommes et les femmes, que les hommes aiment ceci et que les femmes aiment cela, alors que c'est pas vrai. Non. En fait, on peut trouver des passions communes et il y a des lieux, des associations, il y a un tas de choses de pouvoir vivre ces passions et justement de rencontrer des gens à ce moment-là. Et c'est peut-être plus simple que d'aller sur les sites. Bon, après, ça c'est mon point de vue, mais... Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait de partir de ses passions, ça peut être un super levier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on rencontre déjà des gens qui nous ressemblent un petit peu, avec lesquels on peut avoir des liens. Et c'est surtout un énorme point positif parce que, en fait, quand on est dans quelque chose qui nous passionne, on a forcément de l'aisance qu'on n'a peut-être pas ailleurs. En revanche, je pense aussi qu'il est possible d'être avec quelqu'un et de rencontrer quelqu'un qui est complètement opposé à nous. Et ça peut donner des couples assez amusants, assez farfelus. Mais ce n'est pas forcément un point obligatoire dans une relation, le fait d'avoir quelqu'un qui partage absolument sa passion. Ça pose pas de problème au niveau des choses après qu'on fait ensemble, non? Non, parce que je reste persuadée qu'entre deux êtres humains, quels que soient les êtres humains, il y a toujours un lien. Il y a toujours quelque chose en commun entre ces deux personnes, que ce soit des choses très concrètes comme le sport, la musique, on en parlait tout à l'heure, les arts, mais ça peut être quelque chose de complètement différent, de choses plutôt qui ne peuvent pas se toucher. Et pourquoi pas aussi inviter l'autre à partager sa passion, si la personne est OK, pour découvrir justement un autre monde, un autre univers qui nous appartient pas à la base. Et justement, je trouve ça très intéressant d'être capable d'avoir des choses qui ne sont pas en commun avec l'autre pour pouvoir l'amener dans son terrain à soi. Et c'est juste une mine d'or de faire ça. Et donc le deuxième conseil? Oui, revenons-en au deuxième conseil. Le deuxième conseil, en fait, il fait écho à ce que je disais tout à l'heure avec les 3 clés, à savoir être capable de vraiment partir de ses besoins. Vous allez me dire, ouais, ok, c'est bien beau Nassima, mais comment faire ça? Eh bien, comment faire ça? C'est-à-dire que moi, j'invite souvent mes clients à se poser la question de savoir quelle est la relation idéale, quelle est la relation rêvée pour vous.
Ça ne veut pas dire quelle est la relation. Chacun a sa vision des choses. Chacun a sa manière de voir sa vie en couple, son futur, etc. Enfant, pas enfant. Est-ce que c'est plutôt une femme comme ceci ou comme cela qui vous correspondrait vraiment? Et partir vraiment de là pour être vraiment centré sur ses besoins et ne pas se dire que j'ai envie de devenir telle ou telle personne pour plaire à telle ou telle femme. Donc vraiment se poser 5 minutes, vraiment le faire concrètement, papier, stylo, et se poser la question, prendre un vrai temps et se demander quelle est la relation idéale que j'aimerais avoir sur les 5, 10 ans, sur l'avenir de manière générale. Et partir vraiment de ça pour rencontrer une femme et se dire que cette femme pourrait plus me correspondre qu'une autre. Oui, parce que c'est vrai, des fois, on a tendance, enfin, on planifie sa vie professionnelle, voilà, mais des fois, sa vie amoureuse, c'est un peu, on navigue à vue, quoi. C'est exactement ça. Vrai que des fois, Et partir sur se dire, quelle personne, si je rencontre telle personne, au final, je deviens telle personne. Mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de schémas qui se répètent, de personnes qui tombent encore et encore sur le même type de relation, le même type de personne. ça arrive souvent. Ça arrive souvent, effectivement, parce que c'est lié aussi aux schémas qu'ils ont pu avoir depuis leur plus jeune âge. Mais c'est aussi également qu'ils se laissent entraîner par des personnes qui ne correspondent pas vraiment à leurs besoins et à leur capacité à être un couple. Mm. Et du coup, peut-être de se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils attirent toujours ce type de personnes, en fait? Qu'est-ce qui fait dans leur communication ou dans leur façon d'être que, justement, il y a aussi des fois la question, est-ce que inconsciemment, on ne va pas des fois dans certaines relations et on sait qu'elles sont vouées à l'échec et on continue et on se remet perpétuellement, d'où un peu des fois la répétition des schémas, des scénarios de vie, mais c'est vrai que des fois, plusieurs personnes ont plusieurs expériences, des fois, je sais pas, d'un an, après elles rencontrent encore une personne, encore un an, et toujours la même problématique. Au début, ça se voyait pas forcément, mais ensuite, c'est vrai que au niveau de la personnalité, il y a quelque chose qui joue forcément, commun, qui intervient, bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors, vous voyez l'échec, on ne s'en rend pas forcément compte quand on rentre dans une relation, mais c'est vrai que souvent, il y a des... Alors, il y a tellement de schémas que je ne pourrais pas te donner tous les schémas, mais il peut y avoir le syndrome du sauveur. Souvent, des hommes sont avec des femmes en espérant sauver leur vie, voler à leur secours, et au final, c'est des relations qui ne sont pas basées sur l'égalité, le respect mutuel, etc. Du coup, ça peut être sur du long moyen terme des relations vouées à l'échec. Donc c'est pour ça, effectivement se poser ce genre de questions, se dire quel est le point commun avec toutes les relations qui ont échoué et vraiment se questionner là-dessus. Qu'est-ce qui s'est joué en moi? Qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne vraiment au-delà de son physique, au-delà de... Et qu'est-ce qui résonne à moi là-dessus? Si j'ai eu besoin d'être le sauveur de telle ou telle personne, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Pourquoi? Comment? Est-ce que moi j'ai besoin d'être sauvé aussi d'une certaine manière? Et se poser ce genre de questions. C'est ce genre de choses-là qu'on peut faire aussi en accompagnement et faire un vrai travail profond pour éviter de répéter les mêmes schémas. Parce que c'est vrai, souvent on dit, enfin, quand on parle là de la problématique du sauveur, mais c'est un peu ça, c'est en fait, faut déjà être bien soi-même. C'est pas, il y a beaucoup de gens des fois qui attendent justement le couple pour pouvoir être bien. Ils vont se dire que en fait, c'est quelque chose d'extérieur qui va les amener à un bonheur, un certain bonheur, alors que finalement, au bout de peut-être d'un an ou deux, au début tout est beau, tout est rose, et ils vont avoir les mêmes problématiques, les mêmes ressentis. Ils vont toujours se sentir seuls, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne se sent pas seul. Exactement. C'est vraiment pour ça aussi que je donnais le premier conseil, c'est-à-dire remplir sa vie d'autre chose. C'est vraiment ça en fait qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre quelqu'un, espérer rencontrer quelqu'un pour venir aussi nous sauver. C'est-à-dire venir remplir quelque chose qui manque chez nous. La chose à faire, c'est vraiment être complet. Et quand je dis complet, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à être capable de vivre seul avant de vivre à deux. C'est un inconditionnel. Si on atteint la femme de sa vie pour venir combler quelque chose qu'on n'a pas tout seul, c'est un peu compliqué. Vraiment, le conseil, c'est-à-dire c'est savoir vivre seul avant de savoir vivre à deux, c'est indéniable. C'est vrai, c'est l'histoire finalement de l'interdépendance. On ne peut pas arriver tout de suite à l'interdépendance quand on est chez nos parents. Moi aussi, ça m'est arrivé, hein. C'est pour ça que j'en parle librement. Mais voilà, je me suis mis en couple tout de suite après, donc j'étais encore dans la dépendance. Et
En fait, l'idéal, c'est après de se retrouver dans une situation d'indépendance, moi c'est ce qui m'est arrivé, pour pouvoir comprendre après l'interdépendance. Parce que finalement, des fois, si on passe de chez nos parents, et ça c'est personnel, parce que effectivement, je pense qu'il y a d'autres gens peut-être que ça leur convient, mais de ne pas avoir vécu un moment d'indépendance, et de s'être accompli soi-même et d'avoir compris ses besoins, qui on était et tout ça, parce que c'est vrai que si on passe, voilà, si on est chez les parents et ensuite avec quelqu'un, on ne sait pas forcément ce qu'on aime, enfin des trucs bêtes, hein, mais ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire, on se construit en fait avec l'autre, donc on se construit à deux. Et pour moi, c'est vrai que c'est important d'avoir cette période de vie d'indépendance pour pouvoir après, en fait, bah, comme tu dis, être complet et être avec quelqu'un, mais ne pas s'abandonner en fait. Tout à fait, vraiment ne pas s'abandonner. Mm, mm. Après, ce mécanisme d'indépendance, il se fait par pas mal de choses. Effectivement, ça peut être aussi vivre seul, mais c'est pas que. C'est vraiment savoir être capable d'être à son écoute, être capable de s'aimer soi. C'est un véritable travail, c'est pas si évident que ça. S'aimer soi avant de effectivement faire une place à l'autre dans sa vie, que ce soit physique ou que ce soit psychologique, même une petite place dans son cœur. Prenez la majorité de votre cœur à vous, et on va dire que les êtres humains ont la capacité le cœur n'est pas réduit, n'est pas limité, il peut accueillir beaucoup de monde. Donc apprenez à prendre la totalité de votre cœur pour ensuite élargir votre cœur à d'autres personnes. Oui, parce que c'est vrai, souvent, on voit des gens qui font des fois des projections sur le premier inconnu ou la première inconnue qui passe, et ils l'aiment à 100%, et des fois on se dit, mais et si cet amour, en fait, il le reprenait pour eux dans un premier temps, quoi. Parce que comment est-ce qu'on peut d'un coup donner complètement à quelqu'un alors qu'on on le fait même pas un dixième pour soi-même. Exactement. Mais c'est ça des fois qui est assez... Enfin, avec le recul, on trouve ça assez étonnant, alors que bon, c'est le genre de choses que je pense qu'on a à peu près tous vécu. Totalement, mais bien sur le sûr, ce moment. sont des choses qui reviennent. On a beau les savoir, on a beau les connaître, Mm. mais on tombe presque tous dans ce piège-là. Et c'est grâce à ça aussi qu'on apprend aussi à se forger, à grandir. Ce sont aussi des étapes de vie qui sont pas si dramatiques que ça. Si on apprend à mettre le doigt dessus, à le conscientiser et vraiment à en tirer un apprentissage. Pour moi, c'est la clé. Et donc, le troisième et dernier conseil. Alors, le troisième et dernier conseil, il reprend un petit peu les autres, mais c'est vraiment, moi, ce que j'appelle, j'adore dire cette phrase, pardon, c'est vraiment devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut remplir sa vie, sa tête de fun, de choses cool, de choses passionnantes, de choses intéressantes. Pourquoi? Parce que de manière indirecte, c'est la meilleure manière d'être séduisant. Si vous attendez quelque chose, si vous êtes toujours dans le négatif, bon déjà ça paraît assez évident, ça n'attire pas les dames, bien sûr, c'est pas votre psy, c'est pas votre je ne sais quoi. Si vous n'apportez pas du fun, de l'amusant dans votre vie, forcément, c'est pas attirant, c'est pas séduisant. Vous allez me dire, ouais d'accord, mais moi avec ce que je vis, avec ce que j'ai comme soucis, etc. et tout, c'est pas si évident que ça de mettre du fun dans sa vie. Et là où est le conseil vraiment concret, c'est que moi j'ai une croyance, et j'en suis persuadée, c'est qu'il y a toujours quelque chose, de n'importe quelle situation, à tirer de côté positif. Vous allez me dire, même la plus dramatique des choses, il y a toujours quelque chose à en tirer. Que ce soit une rupture, que ce soit quelque chose plus dans la vie professionnelle, que ce soit... Et se dire vraiment, être capable de se poser dans cette situation, de voir le côté négatif en disant, voilà, je vais finir seule. Mon patron m'a licencié, m'a mis au placard, ou alors ma famille a fait ceci ou a fait cela. Et vraiment se poser, se dire, soit, quel est le côté positif de cette situation, ou alors, quel est l'enseignement que je peux en tirer. Et à partir de là, vraiment se le répéter, se le répéter. Et pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui d'accord, ok, je veux bien. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on éduque, on hack son cerveau en faisant des choses comme ça. En pensant positif, en fait, on devient positif. Ça paraît bête, évident, mais c'est une réalité. Plus vous allez penser positif, plus il va y avoir du positif dans votre vie. C'est une histoire d'attraction, on va dire. Oui, c'est vrai. Puis plutôt que de se dire bah, je suis en échec, c'est juste se dire bah, c'était un essai et j'affinerai. La prochaine fois, je ferai mieux. Exactement. Qu'est-ce que j'ai pu en tirer de cet échec qui pour moi n'est pas un échec, que ce soit un homme qui a été abordé une femme qui a pris un râteau, ou alors une situation de vie. Des fois, j'ai aussi des hommes mariés, des hommes en couple, qui veulent réapprendre à séduire leur femme.
et elle me dit je suis en complet échec dans ma relation amoureuse ou quoi que ce soit. Et non, pour moi, c'est pas un échec. C'est-à-dire que c'est une situation difficile, ok, je peux l'entendre. En revanche, c'est qu'est-ce que tu vas en tirer de positif de cette situation? Comment améliorer ta relation? C'est-à-dire que même si pour toi c'est un échec, c'est une situation de vie qui va faire que maintenant tu vas apprendre au quotidien à séduire ta femme et devenir la meilleure version de toi-même. Et ça, pour moi, c'est super important. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de négatif, vraiment en tirer un apprentissage ou quelque chose de positif pour attirer le positif et le meilleur et le fun et l'amusant dans sa vie. Et du coup, ça transforme complètement en fait la manière de penser Exactement. et tout le reste. Hein. La manière de penser, et ça fait effectivement, comme toujours, ça part de soi, et ça aussi change la dynamique qu'il peut y avoir avec les autres, avec votre femme, avec vos amis, avec la femme ou la fille que vous avez envie de séduire. Dans tous les cas, ça change votre dynamique avec les autres, votre dynamique sociale, votre dynamique mentale, amoureuse, enfin tout. Ça change toute la dynamique dans vos relations humaines. Parce que c'est vrai que finalement, la seule chose qu'on peut changer, c'est soi. J'ai le pouvoir sur quoi? Sur moi, sur mon comportement. Et là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Et aussi pour changer petit à petit aussi celle des autres. Quoi. Parce que comme tu dis, il y a tout ce qui est aussi effet miroir. Complètement. Exactement. Et c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez parce que c'est vrai que partir de ça pour pouvoir évoluer, pouvoir changer, etc. et tout. Mais d'ailleurs, j'ai oublié, je vais en rajouter un quatrième conseil qui pour moi est incontournable, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action. On a beau savoir plein de choses, on a beau connaître 10 000 techniques pour s'améliorer, pour être plus séduisant, pour sortir de sa zone de confort, pour changer de vie. Mais si vous ne passez jamais à l'action, rien ne bougera. Il n'y a pas de pouvoir magique. Rien ne vous tombera dessus tout cuit. Ça peut pas être, des fois, ça paraît énorme les changements en disant non, mais je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est là où notre travail de coach nous permet de vous accompagner, d'accompagner les personnes au mieux. C'est-à-dire vraiment décrypter et pas à pas arriver vers un objectif concret, mais le moindre petit geste, la moindre petite action est nécessaire. On ne fait pas un immeuble en claquant des doigts ou quoi que ce soit. On commence à poser la première pierre. Des fois, c'est des choses toutes ridicules, mais c'est des choses qui font que ça y est, on a commencé. Et s'il n'y a pas de passage à l'action, il n'y aura jamais rien, il n'y aura jamais de changement. Donc, messieurs, mesdames, si vous m'écoutez également, quelle que soit votre action, votre objectif de vie, si vous ne posez pas au moins la première petite pierre, le premier passage à l'action, il ne se passera jamais rien dans votre vie. Oui, parce que l'action engendre l'action, quoi. Complètement. Effectivement, et pas se dire, tiens, ce truc-là, il est ici, et moi je suis là. C'est impossible. C'est ça que souvent les gens se disent, c'est impossible. Bah oui, mais il y a un tas de petites sous-étapes, et des fois des étapes, mais minuscules. Minuscules, oui. Qui finalement, associées, vont vous faire arriver à l'objectif final. Et des fois, une petite marche qui nous paraît anodine peut tellement bouleverser tout le reste. Vous connaissez un peu l'histoire de l'effet papillon. Un petit battement d'aile peut engendrer des choses, mais juste énormes derrière. Donc, vraiment, le mot d'ordre, pour moi, c'est vraiment le passage à l'action. Merci en tout cas, Nassima. Merci à toi de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'était très enrichissant. J'espère que tous ces conseils vont vous apporter pour la suite. Et comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, sur ma page Séduction Éthique. Je mettrai les liens dans la barre d'infos YouTube. Vous pouvez aussi également me retrouver sur YouTube avec la chaîne qui est au même nom, Séduction Éthique. Je commence à peine, donc soyez patients pour les vidéos qui vont arriver. Puis voilà. En ce moment, j'en profite aussi, si je peux vous parler donc, du coup, de ma page Facebook. Je lance bientôt un challenge qui s'appelle Aborder une fille en 14 jours. C'est un groupe d'hommes qui est prêt à se relever les manches et à relever des défis pour aborder une fille en toute aisance et de manière éthique pour aborder une fille. Et en fait, c'est vraiment des défis à relever et il y a des surprises pour les meilleurs, pas les meilleurs à aborder une fille, mais il y aura plein de petites choses à faire et si tu es prêt à passer à l'action, je te donne rendez-vous sur ma page Séduction Éthique pour le challenge Aborder une fille en 14 jours. J'ai également une formation qui s'appelle Séduire avec aisance. C'est un programme en e-learning qui permet justement de prendre confiance en soi,
être capable déjà de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête d'une femme et quels sont les enjeux de la séduction aux yeux des femmes. Vraiment, tu sais, c'est un peu comme le film Ce que veulent les femmes. Là, je te livre tout, je te dis tout ce que les femmes pensent et tout ce qui les attire vraiment, pour ensuite avoir des exercices qui peuvent te permettre de les aborder assez facilement, de manière la plus simple possible et la plus simple. Et enfin, le troisième module, c'est vraiment basé sur des techniques de communication, vraiment avec des billes. Avec ça, tu t'étais obligé d'apprendre à séduire avec aisance. Vous finirez forcément accompagné. Exactement. Mais en tout cas, merci Nassima. Merci à toi. Merci. Et ben, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.